Bah du coup, on démarre ce podcast. Mais je pense que le sujet qu'on vient d'aborder en off, il faut qu'on l'aborde très rapidement, parce que ça fait partie de mes premières questions. Et déjà, les gars, je voulais remercier d'être là, de venir. Merci. Première fois que je tourne en live, donc du coup, je suis ultra content que ce soit avec vous. Alors Pierre, on se connaît pas encore, mais avec Gaspard, on a quelques heures des longues discussions et des moments conviviaux, vraiment sympas. Et du coup, je suis ravi de vous accueillir. Est-ce que vous êtes OK de vous présenter rapidement? Vas-y, je te laisse là. Pierre Garonner, 38 ans, d'origine stéphanoise avec Gaspard, et parisien depuis près de 14 ans. Un peu entrepreneur dans l'âme. Je dis un peu parce que je suis passé par de l'entrepreneuriat raté, du salariat, et entrepreneur avec Gaspard sur Mime depuis 5 ans. Trop bien. Et donc, je suis Gaspard, je suis lyonnais, j'ai 4 enfants, entrepreneur depuis toujours dans le digital, depuis mon jeune âge, à 13 ans, où j'ai appris à coder et monter des business en ligne. Et voilà, on en a monté plein. Avec Pierre aussi, on en a monté plein. Aucun ne marchait jusqu'à ce qu'on fasse Mime, et là, on s'éclate. Tu parles de business en ligne. Est-ce que Mime, c'est un business en ligne qui dérape et qui devient un truc énorme? Moi, c'est comme ça que quand je vous entends, c'est comme ça que j'ai l'impression. En tout cas, moi, Pierre, il croyait plus que moi au départ, ça c'est Okay. certain. Moi, j'y suis pas allé reculons, mais un peu. En tout cas, quand Pierre est arrivé à me convaincre, on a fait ça 3 mois, jour et nuit, on l'a développé puisqu'on avait les compétences entre nous deux. Et ça dérape oui, la réponse est oui, puisque on le lance sans vraiment savoir si ça va marcher. En fait, ça cartonne tout de suite, donc oui. Et quand ça part comme ça, c'est quoi les premiers j'imagine que vous accumulez une dette de tout en fait, parce que c'est pas dimensionné pour devenir aussi gros, Mime. Non, c'est clair qu'on a les années passant, on a eu de la dette effectivement sur tous les sujets, effectivement, que ce soit sur le sujet finance, le sujet comment tu gères la finance, comment tu gères l'encaissement, tu vois, comment tu gères la tech, comment tu gères le design, etc., etc. Mais on s'est vite en fait entouré d'équipes externes. On s'est dit avec Pierre, on voudrait garder notre liberté de pas manager, donc on est resté en fait 2 pendant 3 ans, mais en s'entourant quand même effectivement d'équipes externes. Et effectivement, tu as raison, c'est un projet qui a été fait à la main de manière un peu artisanale en réalité. Et on s'est professionnalisé avec le temps. On est devenu de start-up à scale-up. En tout cas, c'est ces phases-là qui sont aussi intéressantes dans l'aventure. Ouais. Et t'es bien entouré, et même tu découvres des métiers auxquels tu pensais pas être confronté. Je te prends un exemple tout bête. Tu commences à encaisser des volumes importants, donc tu as des solutions de paiement, puis après tu te retrouves à bosser avec un mec qui est un broker en solutions de paiement. Donc le mec, son métier, c'est de te négocier les meilleures fees avec des solutions de paiement qu'on appelle des PSP, c'est des prestataires de solutions de paiement. Et donc lui, il connaît le marché par cœur, en France, à l'international. Et cette personne va t'accompagner pour ton meilleur setup de PSP. Et ça, c'était presque au début de l'aventure qu'on était déjà en échange avec des gens comme ça. Donc j'aurais jamais imaginé que déjà ça existe. Ouais, parce qu'en plus, vous avez le statut de plateforme, vous éditez pas, donc j'imagine qu'il y a des complexités en plus techniques en termes de KYC, des trucs comme ça. Ouais, bien sûr. Alors nous, on a effectivement, sur ces sujets-là, on a voulu cadrer tout de suite pour être vraiment les plus carrés possibles. Donc sur les sujets de KYC, on l'a fait dès le départ, on a été très vite en tout cas. Donc, mais c'est des choses qu'on a découvertes, bien sûr. Quand tu te lances, effectivement, la partie paiement... tu te dis, OK, on va prendre PayPal, on va prendre Stripe ou je sais pas qui, et puis basta. En fait, non, ça ne pas du tout comme ça. Quand tu commences à encaisser du volume, faut se professionnaliser. Donc, on a appris sur tous les métiers, et puis après, on s'est fait aider. Ouais. Super. Et comment vous répartissez vos rôles dans l'association au départ, et peut-être maintenant, ça a peut-être évolué d'ailleurs? Assez facilement. Au départ, la plateforme a été codée par GAS, qui était du PHP procédural. Ça, c'est ce que j'ai retenu. PHP 5, dégueu. Comme moi, je code pareil que toi. Et donc, la répartition, c'était la partie produit, on la pensait à 2, même s'il y avait des prises d'initiative de la part de Gaspard, parce qu'il connaissait mieux la partie tout l'UX. En gros, parfois, sans se sursolliciter, il était en capacité de faire seul des choses et de prendre des mesures tout seul. Et moi, c'était plus la partie relation client et BizDev au départ. Donc, la relation client, c'était vraiment répondre à tous les tickets qu'on pouvait recevoir. Alors, les tickets, au départ, c'était des mails. On n'avait pas Zendesk. C'était archaïque. Donc, c'était des mails et des WhatsApp, beaucoup. OK, waouh. Ouais. C'était genre des centaines de conversations par jour, minimum. Soit plus pour de la relation client, enfin, de l'account management avec des créateurs qui avaient besoin d'être aiguillés, d'être assurés, d'être accompagnés sur la création de compte, sur comment promouvoir le compte, ce genre de choses. Et puis après, pas mal de mails, ouais. OK. Et puis après, petit à petit, on s'est staffé. Effectivement, on a intégré Zendesk.
très vite pour rendre la relation client beaucoup plus efficiente et moins lourde. Et puis surtout parce que derrière, après, on a eu des agents qui ont pris en main Zendesk. Ok. Et justement, on est rentré dans le vif du sujet très rapidement, mais comment on pitch Mime? Parce que moi, c'est un vrai sujet quand je parle de vous. Je sais pas vraiment comment le pitcher et je sais qu'il y a une façon dont vous voulez pas qu'on le pitch. Donc, on peut te le dire, c'est très simple. Hein. Ouais. C'est la plateforme numéro 1 en France qui permet à tous les créateurs de contenu qui veulent vivre de leur passion de monétiser leur contenu, leur expertise et leur communauté. Donc c'est vraiment permettre aux créateurs de vivre de leur passion. C'est comme ça qu'on le pitch aujourd'hui. Ouais, au départ, on le pitch un peu différemment dans le sens où on disait tu as besoin d'un talent et d'une communauté. Tu vois, notre mission de demain, c'est de dire si tu as juste un talent, peu importe ce que tu sais faire, des podcasts, de la finance, de la voyance, ce que tu veux, tu viens chez nous et nous, on te met en place l'outil, on te donne l'outil qui va te permettre de gagner ta vie. Tu n'auras pas besoin d'équipe marketing, tu n'auras pas besoin de funnel, tu n'auras pas besoin de... etc. Tu as un tout en un avec Mime qui te permet, juste avec ton talent. Et nous, on a une communauté énorme. Aujourd'hui, on a 14 millions de personnes qui sont clients chez nous. Et on a une communauté énorme et on va même t'apporter la communauté. Si tu viens avec la tienne, c'est encore mieux. Mais tu vois, donc tu as juste besoin d'un talent. Ça, c'est comment on le pitch. C'est le Mime de demain. Ok. Ouais. Au départ, on s'est pas mal trompé aussi. Hein. Au départ, on parlait de fans, on parlait d'influenceurs, on parlait d'artistes. En gros, on avait même, par exemple, une baseline, c'était demande des contenus dédicacés à tes artistes préférés ou à ta personnalité préférée. Tu vois, on parlait de personnalité. Ça, c'était au début du projet, tu vois, sur les 12 premiers mois. Et en fait, on s'est rendu compte que le contenu dédicacé, c'était pas du tout adapté à notre plateforme. C'est pas là où on avait envie d'aller et que ça prenait pas vraiment. Donc, on a oublié le côté les personnalités. On a fait tomber le concept de fan et on est plutôt parti sur des créateurs et des utilisateurs. Ouais, on a ajusté. Tu sais, c'est un nouveau marché en réalité. Enfin, c'est le créateur économie, c'est une nouvelle économie en l'occurrence. Donc, on a aussi adapté en fonction des créateurs qui venaient chez nous et de la maturité du marché, la manière dont il évolue, etc. Donc, on a grandi avec eux. Nous, on s'est lancé vraiment juste avant le Covid. Donc, on s'est lancé fin 2018. Pour te donner quelques chiffres, on a fait en 2019 notre première vraie année, 3 millions de volume d'affaires, de chiffre d'affaires, 30 millions l'année suivante, 60 encore suivante, 75 l'année dernière qui était l'année 2022, et cette année on va faire 100 millions d'euros de chiffre. Ok. Donc grande, tu vois. Ouais. Donc on a grandi, voilà, on a grandi avec le marché aussi, puisque c'est un marché ma question. Très récent. Le marché augmente et votre part à l'intérieur de ce marché qui augmente également, j'imagine. Alors oui, mais peut-être que le marché évolue plus vite que nous, mais à voir. Ouais. En l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que le marché reste encore énorme et on est tout petit. Ça, c'est une évidence. Okay. Et si vous projetez à 3-5 ans, ça peut donner quoi votre volume d'affaires par rapport à vos projets, votre roadmap? Ça peut ressembler à quoi le Mime dans 3-5 ans? À 3-5 ans, alors 3 ans et 5 ans, ça sera vraiment pas la même chose. 5 ans, tu es sur des business où le marché est tellement énorme, comme disait Gaspard, tu peux aller chercher le milliard de volume. Enfin, tu vois. Vraiment, hein, quand je te laissais répondre pour voir si tu allais le dire. Non, mais j'allais répondre pareil. À 5 ans, on a toujours été ambitieux depuis que le projet a été lancé. On s'est toujours fixé des objectifs qui étaient toujours plus importants, mais on se les fixait parce qu'on a conscience de la maturité du marché, on a conscience de ce qu'on est capable de faire, des éléments qui composent l'équipe chez Mime, des moyens qu'on se donne. Donc on voit aussi la croissance qu'on observe là avec un investissement on est en autofinancement, nous. Oui. Donc on n'a pas de capitaux extérieurs. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on investit, ce n'est pas non plus des sommes énormes, parce qu'on doit maîtriser nos dépenses. Peut-être que demain, on fonctionnera différemment et peut-être qu'on fera appel à des capitaux extérieurs pour aller plus vite, pour aller chercher de la croissance plus vite. Donc, peut-être en 2024. Mais là, on est obligé de faire attention. Mais, tu vois, typiquement, on est bon sur le marché français, mais le marché français, on peut encore faire x4. Et surtout, on est absolument absent sur d'autres pays, Amérique latine. On fait un petit peu de chiffres, mais on n'a aucune stratégie à date depuis le début. Ça va changer en 2024. US, on fait un peu de volume, mais on n'a aucune stratégie d'acquisition là-bas. Mais c'est volontaire. Ouais. Si on le fait avec une vraie strat qu'on a posée, des verticales ciblées. Il fallait aussi qu'on soit staffé. Tu vois, on a une équipe grosse, mais qui s'est staffée depuis, on va dire, 12 mois. Donc maintenant, c'est à eux de faire le job. Tu vois, on leur fixe des objectifs, on leur donne des budgets, puis c'est à eux d'aller faire de l'acquisition. Donc, Amérique latine, US... Allemagne et UK, c'est on va dire les 4 grosses zones qu'on va aller chercher sur l'année prochaine. Ouais. Donc le marché il est
énorme. Et est-ce que justement, votre intuition, les Français, ils sont plus prêts à payer pour leurs idoles que les autres, ou c'est pas le cas? Pas pour leurs idoles, ouais. Mais pour des experts, pour accéder à du contenu qui a de la valeur. Tu vois, on l'a observé, tu as beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient des profs de yoga, des coachs sportifs, qui, avec le Covid, ont été obligés de se mettre sur des plateformes comme Podia, par exemple, et qui ont réussi à convertir leur communauté, qui était une communauté en salle, et qui, du jour au lendemain, se dit, tiens, je vais souscrire et je vais le faire depuis mon salon. Et ça a vachement marché. Autour de nous, on connaît plein de gens qui font des cours de yoga depuis leur domicile, depuis leur appartement. Et donc, c'est ces gens-là qui, petit à petit, ont pris du plaisir en tant que créateur, en tant que coach, à se dire, je le fais depuis chez moi. Et ça marche, il y a des plateformes qui se sont lancées pour les accompagner. Donc nous, le but aussi, c'est d'avoir un produit adapté à ces gens-là. Ouais, parce que le produit, aujourd'hui, pour expliquer votre modèle économique, c'est du revenu cher avec vos créateurs. Oui, absolument. En fait, on reverse toute la valeur financière, enfin toute la valeur... on reverse entre 75 et 80% des revenus, effectivement. À contrario des plateformes comme Facebook, par exemple, qui ne fait aucune valeur, mais qui récupère toute la valeur financière. Tu vois. Et en fait, pour te la faire courte, on a 2 niveaux d'engagement. Un premier niveau d'engagement qui est l'abonnement. Donc, tu vas choisir un créateur et tu vas t'abonner à lui. Un prix entre 5 € et 100 € par mois. En fonction, c'est lui qui décide, c'est lui qui maîtrise son pricing. Et ça, c'est le premier niveau d'engagement qui te permet d'accéder à des contenus exclusifs qui n'existent pas ailleurs. C'est tout l'intérêt de Mime. Et après, tu peux accéder au deuxième niveau d'engagement qui est ce qu'on appelle le pay-per-view, où tu vas acheter des contenus à l'acte. Donc, typiquement... tu vas acheter soit dans un catalogue qu'a préparé le créateur de contenu, différents contenus, par exemple un cours de boxe, si tu vas apprendre à faire de la boxe. Et sinon, tu vas pouvoir demander, par exemple, un contenu personnalisé à un créateur, donc fais-moi un cours de boxe spécifiquement sur ça, etc. Donc voilà, tu as ces 2 niveaux d'engagement pour les utilisateurs. Ok. Et donc, on peut presque considérer ça de votre point de vue presque comme un business d'affiliation en fait au final, parce que c'est quand même vos créateurs qui amènent leur propre trafic pour l'instant, qui amènent leur communauté. Alors, comment vous voyez le point sur le Mime d'hier, j'allais dire, c'était le cas, effectivement. Mais plus on avance dans le temps, plus la communauté Mime augmente, effectivement, et plus on change notre modèle. Et on va être capable d'apporter une communauté aussi aux créateurs. Et c'est ça qui est intéressant. Là, on est en train de switcher dans quelque chose qui est vraiment intéressant vis-à-vis de notre business. En revanche, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que notre modèle d'affiliation, le modèle d'affiliation, c'est ce qui nous a permis de lancer la boule de neige au début de Mime. Puisqu'on a, comme on était que tous les deux, on s'est dit qui va vendre notre produit, ça va être compliqué à 2. Donc on a créé un programme d'affiliation qu'on a appelé le programme ambassadeur, qui existe toujours. Et on a dit, si à toute personne qui a dans son réseau un créateur de contenu, qui serait capable de gagner sa vie chez nous, tu vas toucher 10% de l'ensemble des revenus du créateur qui va venir s'inscrire chez nous grâce à toi. Et c'est comme ça que la boule de neige en fait a pris... Le Covid nous a aussi aidés. Enfin, il y a plein d'éléments qui sont rentrés dans le game, mais c'est ça qui nous a permis de grandir vite. Donc, sur ce point de vue-là, oui, l'affiliation nous a bien aidés et nous aide toujours. Et j'ai une question, pour le coup, ça concerne, là, c'est presque un conseil pour moi, pour mon propre business, parce que moi, mon business tourne sur un modèle d'affiliation. Et tout mon enjeu, il est en fait de coacher mes affiliés à bien vendre mon produit. J'imagine que vous, c'est un petit peu le cas aussi. Si le créateur, il joue pas le jeu, il fera pas de business et du coup, vous non plus. Comment vous gérez ça? Comment vous activez ça? Moi, j'ai un peu l'impression des fois d'être travailler dans la grande distribution et d'aller activer les mecs pour qu'ils mettent en tête de gondole. Je pense qu'on le fait moins bien que toi. En gros, j'allais te dire, coacher nos ambassadeurs pour bien vendre le business et convaincre et être des vrais prescripteurs de la solution pour les créateurs. Je pense que les montants sont tellement élevés, la perspective de revenus est tellement importante pour les ambassadeurs qu'ils ont bien compris le discours adopté, la valeur ajoutée qu'ils peuvent justement apporter à un créateur en disant allez, inscris-toi sur Mime, tu vas voir, tu vas monétiser ton contenu. Et tu as des ambassadeurs qui ont tout intérêt, par exemple, à trouver des mécaniques pour convaincre le créateur, ou alors qui vont créer des réseaux de fans qui pourraient potentiellement s'abonner à ce créateur. Donc eux, ils vont user de plein d'arguments pour convaincre un créateur de s'inscrire et qui puisse s'inscrire avec le lien d'affiliation de l'ambassadeur. Donc eux connaissent parfaitement la plateforme. Tous les ambassadeurs, on leur a créé une plateforme dédiée, tu sais, une espèce de console où ils peuvent suivre tous les revenus par affilié. Par affilié, tu vois le détail des revenus, si ça émane d'un abonnement,
d'un média privé, tu vois, d'un contenu personnalisé. Donc c'est assez propre. Tu vois, on leur génère des rapports financiers mensuels. Ok. Donc l'ambassadeur, il est content, il est dans un écosystème qui est transparent, il voit tous les revenus par affilié. Donc, et puis surtout, la promesse, elle était importante, comme disait Gaspard, c'est que c'était 10% des revenus sans impacter les revenus du créateur. Hein. C'était sur notre marge. Ah oui, ok, d'accord. Ça, c'est important. Donc, le créateur, il ne sait même pas s'il est parrainé ou pas. Du moment qu'il a cliqué sur un lien traqué, qu'il a eu son cookie, enfin, qu'il s'est inscrit, que c'est rattaché à l'ambassadeur, mais ça n'a aucun impact pour le créateur qui ne sait pas s'il est parrainé ou pas. Donc, il s'en fiche de savoir qu'il est parrainé d'ailleurs. Ça ne joue pas sur ses revenus. Et la promesse de base, qui a changé, on va dire, il y a 6 mois chez Mime, c'était que tu touchais 10% des revenus à vie. Donc, pour des questions un peu légales et puis même de projection future, on s'est dit, à vie, c'est pas viable. Donc, on l'a maintenu à vie pour les ambassadeurs qui étaient inscrits sur la plateforme et qui avaient souscrit avant. En revanche, à partir de maintenant, c'est 36 mois. Ce qui est déjà énorme. Tu vois, une durée de 36 mois, tu touches 10% quand tu as un créateur qui est capable de faire 10, 20, 30, 40, 50 000 euros par mois et que c'est ton affilié, c'est génial. C'est de l'argent, c'est passif. Maintenant, effectivement, tu as raison, ta question, c'est dans quelle mesure l'ambassadeur peut avoir une espèce de mainmise sur le créateur. Ça, pour plein de raisons, notamment pour des raisons éthiques, on ne veut pas qu'il y ait de relation. D'ailleurs, on ne permet même pas au créateur d'avoir une relation directe avec l'ambassadeur et vice-versa. Il n'y a pas de messagerie. Voilà. Généralement, ils se connaissent et ils échangent depuis les réseaux sociaux. Mais ça, après, c'est leur popote interne. Et est-ce que les agences, il y a des business d'agences qui se sont montées, ce qu'ils appellent les OMF, je crois, un truc comme ça, ou OFM, ou je ne sais plus. Est-ce que pour vous, c'est des alliés ou c'est des ennemis ou un peu entre les deux? Comment vous voyez le truc? De mémoire, eux, ils utilisent nos programmes ambassadeurs, hein, c'est un peu ça. Donc ça reste des ambassadeurs. Nous, ce qui est important, c'est d'arriver à cadrer. Quand il y a des nouvelles méthodes, tu vois, qui s'organisent, en fait, c'est d'arriver à cadrer. Donc on discute avec certains, effectivement, et on essaie de cadrer un petit peu les choses, mais ça reste des ambassadeurs, donc ça reste des alliés, effectivement. Ouais. Il faut que tout le monde fasse les choses bien pour que ça marche bien et que ce soit durable dans le temps. Après, c'est la responsabilité du créateur qui parfois fait confiance peut-être à une agence. Donc, c'est sa relation contractuelle avec une agence. Donc, nous, on n'est pas derrière, on ne sait pas ce qu'ils signent. Quel est l'engagement de l'agence par rapport au créateur? Quel est le taux de rev share qu'ils ont mis en place? Nous, on ne peut que mettre en garde le créateur en disant attention, c'est ton contenu, c'est ton compte. En théorie, l'accès ne doit t'appartenir qu'à toi. Donc, si tu fais un mandat avec une agence pour donner un accès, etc., c'est ta responsabilité que tu encours sur le contenu qui peut peut-être être publié par une tierce personne. Donc nous, on met en garde, clairement, mais on n'a pas vocation à encourager ce type de pratique. Au contraire, on aurait plutôt tendance à dire à mettre en garde ou à proposer des services de conciergerie interne qui sont gratuits, qui sont proposés par Mime. Hyper intéressant. Et si on revient à la genèse du projet, comment ça sort de terre, Mime? Je te laisse y aller, c'est toi qui me l'as poussé au début. J'étais persuadé que c'était toi, Gaspard. Non, c'est ensemble. C'est ensemble, mais c'est vrai qu'on a, comme disait Gaspard, c'est qu'on a eu des projets perso qui ont parfois marchouillé, qui ont été des projets one-shot, tu vois, un projet qu'on lance et qu'on revend 2 semaines après, mais c'est rigolo. Et là, donc le confinement n'existait pas, il n'y avait pas de sujet. On essaye de se dire, allez, ce projet, c'est le dernier projet, parce que ça nous saoulait d'avoir des petits projets qui barbotaient. Et on connaissait les réseaux traditionnels sur lesquels on n'était pas forcément actifs. Snapchat existait évidemment à l'époque, mais on n'était pas actifs. Et on dit, tiens, c'est des modèles qui viennent que de la pub. Tout est basé sur le revenu publicitaire. Moi, j'en venais. Ça faisait 8 ans que j'étais en régie pub, donc je connaissais la monétisation des plateformes, qu'elles soient web ou mobile ou in-app. Et là, de dire, ceux qui créent la valeur, comme disait Gaspard, c'est les internautes, c'est les créateurs. Ils créent la valeur, ils publient des photos, des vidéos, ils font des lives. Par contre, derrière, ils touchent rien. Le constat, c'était ça, c'est que tu touches rien, tu es juste content d'avoir des likes et des followers. Et si on leur dit, chez nous, tu touches de l'argent, pas parce qu'il y a de la pub, mais parce que les gens qui likent et qui te suivent, potentiellement, ils vont payer, forcément, on va attirer les créateurs. Maintenant, après, libre à eux d'être convaincants auprès de leur communauté, mais il y a toujours une communauté hardcore au départ, les premiers followers, certains sont prêts à payer. Donc c'était le pari, c'était de se dire, on fait quelque chose sans pub, où il faut sortir la carte bleue pour accéder à du contenu exclu. Et donc on fait je me rappelle, c'était l'été, effectivement, on a fait des petites maquettes, Gaspard s'est codé, donc ça c'est génial. Et on fait un POC, et c'est en novembre 2018, 11 novembre je crois. On met en ligne le premier projet, c'était 3 mois de dev, on avait bossé comme des acharnés.
et on contacte sur Instagram, on fait des copier-coller sur des micro-influenceurs, ou des influenceurs qui ont 5 000, 10 000, 50 000 followers, des créateurs, des créatrices, et on leur dit tiens, on a développé ça, inscris-toi, tu vas voir, c'est génial, tu vas pouvoir monétiser ton contenu, mais avec de l'assurance, tu vois. C'est pas comme si le produit existait déjà, etc. Tu vois. On avait dû mettre limite des faux avis. C'est sûr, des faux avis de créateurs. Comme tout lancement de business. Angélique, c'est génial, grâce à Mime, je peux vivre de ma passion. Mais en tout cas, voilà. Et assez vite, tu as toujours plein de curieux qui se sont dit, bah tiens, si je m'abonne à ce créateur ou à cette créatrice, ça me donne accès à quoi ? Je débloque un profil. Ça n'existait pas, donc il y avait aussi toute la curiosité, je pense, des utilisateurs. Mais ça a pris très vite. Un truc que je trouve hyper intéressant, c'est quand on discute de votre business quand j'en discute avec mes potes, ils disent mais attends, mais il y a des gens qui payent pour. Donc c'est souvent la question. Et à côté de ça, moi je me dis attends, mais avec tous les problèmes techniques qu'ils ont eu, avec l'hyper-croissance, etc., il faut que la promesse elle soit certes, hyper validée, il faut que ça soit hyper efficace du point de vue du créateur et du point de vue du public. Donc, en gros, ça annule complètement la remarque des personnes avec qui je parle de ça. Parce qu'en fait, ça fonctionne super bien, malgré le fait que vous ayez eu plein de sujets. Vous avez pas mal parlé de vos problèmes avec l'agence, etc. Donc, on peut en parler ou pas, d'ailleurs. Mais quand vous avez mis en ligne le site, il y a eu un gros bug, etc. Et malgré ça, ça cartonne, quoi. Et vous êtes en croissance tout le temps. Bah, t'as forcément des mecs qui sont intéressés. Alors, tu vois, ce qui était intéressant dans ce que disait Pierre, ce qu'il y avait en plus dans la genèse, c'est qu'il y avait certaines communautés qui voulaient en savoir plus sur un créateur de contenu. Tu vois, ils voulaient pouvoir discuter avec lui, échanger, etc. Et ça a aussi bien marché. Il y a ce plan-là, il y a le plan de vouloir un expert dans un domaine X ou Y, un coach de sport, etc. Et ça s'explique. Si chacun a, toi, tu paierais certainement pour pouvoir échanger, avoir des contenus juste personnalisés avec un entrepreneur, par exemple. Tu vois, il y a des mecs qui payent pour avoir le petit macaron bleu sur Twitter. Tu vois ce que je veux dire ? Tout se vend sur Internet. Donc, en réalité, non. Moi, où j'étais plus sceptique au départ sur Mime, c'était ce côté abonnement qui était encore nouveau. Tu vois, Netflix, c'était, tu vois, ça c'était très nouveau. On avait plus l'habitude effectivement de la pub et c'était très dégradé en fait ta navigation sur le web, sur tous les services. Donc ça, c'était un peu moi le côté sceptique et en fait, tu te rends compte que le marché évolue totalement et t'as que de l'abonnement maintenant sur tous les sujets. T'es sur de l'abonnement. Donc nous, on surfe en réalité sur cette vague-là. C'est comme ça que tu expliques effectivement qu'il y a des gens qui soient prêts à payer, quoi. Et puis on parlait du phénomène de l'affiliation qui est importante, mais on a eu aussi assez vite des créateurs, influenceurs issus par exemple de télé, qui ont des énormes communautés sur les plateformes, tu vois, sur Meta, sur Snap. Et donc ces gens-là sont arrivés comme une caution avec leur communauté et avec des promesses un peu folles de pouvoir chatter. Tous les candidats, tu les suivais sur Instagram, tu pouvais jamais leur parler. Et là, les candidats de télé se mettaient sur une plateforme et si tu t'abonnes, bah eux s'engagent, entre guillemets, moralement à pouvoir te répondre, à répondre à tes questions, à te faire, en l'occurrence, un contenu personnalisé, peut-être dédicacé ou pas, et ça, ils l'ont fait. Et c'est ça aussi qui a permis de générer beaucoup de traction au départ. Tu vois, de faire connaître, de générer beaucoup d'inscriptions utilisateurs qui, après, ont eu la curiosité de s'abonner parfois à d'autres créateurs. Ouais, hyper intéressant. En tout cas, moi, j'hallucine par le revenu que certains créateurs arrivent à générer, qu'on entend un peu parler de temps en temps. C'est quand même hallucinant. Aujourd'hui, un créateur classique, moyen, il peut espérer combien et comment il peut générer son revenu. En gros, c'est quoi une bonne pratique et un revenu à peu près estimé en face, qu'est-ce que ça pourrait être ? J'allais dire une moyenne de 2 000 €, moi, 2 000 € par mois en moyenne. En fait, ceux qui font vraiment la masse, c'est les petits créateurs chez nous, que tu connais pas forcément toi, mais qui sont suivis par 30, 40 000 personnes sur Insta, et avec ça, tu arrives effectivement à générer 2, 5, 5 cas. Après, t'en as qui peuvent gagner jusqu'à 100, 150 000 € par mois sans problème chez nous, donc... tu as des secteurs, alors t'en parlais un petit peu tout à l'heure, mais une des verticales de contenu, parce que nous on travaille avec des verticales de créateurs de contenu, tu vois. T'as les coachs sportifs, évidemment, t'as la télé-réalité, t'as machin. Une qui a marché, t'en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est le modeling photo qui a marché chez nous, et sur au tout début en fait, au tout début de Mime, en tout cas nous on l'a vu arriver, donc on a dit ok, on va le conserver. C'était des contenus un peu sexy dont tu parlais tout à l'heure. On l'a vu arriver, on l'a cadré tout de suite, et là ça, effectivement sur ces créateurs là, ce que tu as pu voir en ligne quand tu parles des revenus comme ça, c'est surtout sur des créateurs comme ça
aussi. Et donc ça, c'est arrivé aussi avec le Covid, etc. Et donc on a notre job, si tu veux, c'est de dire peu importe ce que tu fais, t'es bienvenu chez nous. Peu importe ta verticale de contenu, tu es bienvenu chez nous et viens avec ta communauté ou viens sans, et nous, on te permettra de gagner tes premiers revenus. Comment vous structurez la modération chez vous? J'imagine que vous avez une team, mais comment ça... La modération, elle s'opère dans un premier lieu par de l'IA, qui est une techno externe qu'on a intégrée et qui va screener tous les contenus photos et vidéos, et qui va être capable de disqualifier un contenu considéré comme illégal, ou alors de disqualifier un contenu qui a vocation à être parce que plus sensible, qui a vocation à rester dans le domaine privé de l'app et pas rendu public. Ça, c'est des petites techniques parce que les créateurs peuvent mettre des contenus publics pour teaser les utilisateurs, et tu peux mettre des contenus privés. Donc l'IA d'abord opère une modération, et ensuite l'IA est capable de pousser un contenu qui mériterait une modération humaine, donc il va le pousser en admin chez nous, et là après on a une équipe d'une dizaine de modos qui tous les jours justement opère ce type de modération, donc de manière très manuelle. Donc l'IA fait quand même le gros taf, mais on a quand même de l'humain derrière. Ok, hyper intéressant. Et la modération, c'est autant dans les messages que dans le contenu, ou juste le contenu On a aussi une autre techno sur la modération des messages, où on est capable par exemple de gommer ou de disqualifier des mots-clés qu'on a pu rentrer en base. Par exemple, les échanges de coordonnées personnelles sont interdits. Donc dès qu'on a des séries de chiffres, une adresse postale, une adresse mail, c'est directement. Ça, c'est de l'IA. Ouais. Et on a aussi mis en place des mécaniques un peu de warning, qui fait que si on a un utilisateur ou un créateur qui essaye toujours d'outrepasser l'IA, on est capable de lui émettre des avertissements automatiques et puis de suspendre son compte s'il y a vraiment des tentatives de détournement. En fait, comme on n'était que deux, on redit, on a essayé d'automatiser tout ce qu'on pouvait, tu vois, au départ. Fait plus ou moins avec les pieds, mais ça marchait en tout cas. Et notamment, effectivement, toute la modération pour que ce soit le plus... qu'on soit dans un environnement le plus safe possible, tant pour les créateurs que pour les utilisateurs. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on a duré dans le temps. C'est qu'on a vraiment été carré sur tous les sujets dès le départ. Et après, effectivement, on a augmenté, nos règles ont été améliorées au fil du temps. Et puis, on n'en a pas parlé, mais on a évoqué le sujet. On a été deux au départ. Et effectivement, tu parlais d'agence tout à l'heure, dont on a déjà parlé ensemble. On a... à un moment donné... agence de développement. De développement web. C'est vrai que je n'ai pas précisé tout à l'heure. Absolument. On leur a confié effectivement la refonte de notre plateforme, puisqu'on arrivait à un stade, si tu veux, où le PHP 5 procédural, bancal de chez bancal, allait devenir un peu problématique. Surtout quand ton métier, c'est d'encaisser de l'argent, quoi, en plus. C'est ça. Ouais. Mais puis en termes de sécu, ça pouvait poser problème. En tout cas, j'étais pas serein de notre produit. Et donc, on a décidé d'internaliser effectivement, de confier la refonte de notre plateforme à une agence parisienne, en l'occurrence de développement. Ça s'est très très mal passé, puisque quand on a mis en ligne, c'était en juillet 2021, la plateforme a été down pendant 15 jours, je crois. C'était... donc on générait à cette époque, je sais pas, peut-être 5 millions d'euros de chiffre mensuel, tu vois. Donc, t'imagines les 15 jours, c'est colossal. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'internaliser. Et en fait, on est passé de 2 personnes à 50 aujourd'hui en 1 an et demi. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on passait un seuil, si tu veux, où on devait se professionnaliser sur tous les sujets et qu'on pouvait plus se permettre de confier notre produit à quelqu'un d'autre. Et donc voilà, on a internalisé vraiment tous les sujets et notre équipe grandit encore là. Voilà. Donc au départ, que de la sous-traitance. Ouais. Genre, on reste le plus lean possible, le plus longtemps possible. Et ensuite, maintenant, plus rien d'externalisé. Ouais, c'est ça. La tech en interne, à la base, effectivement, qu'on a sous-traité. Et après, ça nous a... Tout. Par exemple, les relations presse, les affaires, tous les métiers, Manon qui est là, la partie design, la partie légale, la partie ressources humaines. Tu vois, à une époque, franchement, on ne se prenait pas la tête. On avait des cabinets de chasse qui nous recrutaient des devs, tu vois, des backs, des fronts, tout. Mais on a fait le calcul, je crois que ça coûte une fortune, ouais. Ça nous a coûté, je crois, en 1 an, 1,5 million. Wow. 1,5 million d'honoraires. C'est pas drôle du tout. Je crois que c'est à peu près ça, ou 400 000 euros en 1 an et demi d'honoraires de cabinet. Bon, ils étaient bons, moi, les mecs. Oui, ça dépend. Oh, oui. Non, mais
là, on s'est dit, on peut plus. Enfin, voilà, là, on était vraiment dans une logique d'optimisation de coûts. Et puis, c'est pas possible, tu vois, de dépenser de cette manière. Il fallait vraiment qu'on garde la main aussi sur nos recrutements. Et on a fait un recrutement incroyable qui a été notre DRH. Du coup, c'est... Voilà. Et ça a été par un cabinet, je crois, aussi, notre DRH. Absolument, oui. Ça a été d'ailleurs le dernier, je crois. Et à partir de ce moment-là, lui, il nous a dit, c'est terminé. On passe plus par des cabinets. Vous allez me donner un petit peu de budget pour faire des annonces sur LinkedIn. 100 000 balles, voilà. mode manuel. Voilà. On garde Welcome to the Jungle pour la forme, pour avoir une jolie vitrine d'annonces, de job desk. Et puis maintenant, voilà. Trop bien. Et si on refait l'histoire, quelle personne aurait dû être recrutée plus tôt? Ou quel poste, du moins? La tech. Ouais, le CTO... C'est toujours compliqué de refaire l'histoire. Tu peux pas refaire l'histoire. Mais tu tires pas les bonnes leçons non plus. Parce que quand tu lances ta boîte, tu vois, tu fais ta boîte, si tu veux qu'elle cartonne, tu la fais à la mano, comme on l'a fait en réalité. Et tous les mecs qui ont fait les succès, ça a été comme ça. Donc tu peux pas refaire l'histoire parce que tu le ferais comme ça. En réalité, t'as pas le choix parce que t'as pas les moyens, t'as pas machin. Nous, on avait l'avantage d'être très complémentaires avec Pierre. Lui sur le côté plus business, moi sur le côté plus tech. Donc on a pu le lancer comme ça, tu vois. Donc, je réponds pas à cette question. Je refuse. C'est ma réponse, en tout cas. Est-ce que, Pierre, toi, tu réponds pas? Non, la tech, pour toi, c'est... Oui. Peut-être qu'un CTO qui nous aurait permis de superviser avec la SS2I, on aurait peut-être gagné du temps, évité des erreurs. Mais c'est bien, parce que c'est dans l'urgence qu'on a pu recruter un super CTO qui a été obligé de déconstruire tout ce qui avait été fait, justement, en externe. Et puis là, on a une équipe top, et puis voilà. On crée les bases solides du code de demain, quoi. Donc ça prend du temps, on sait que ça prend du temps parce qu'il a fallu repartir de zéro, hein. On partait sur une nouvelle plateforme, tu vois, des nouveaux langages. Mais maintenant on sait que voilà, aujourd'hui on est capable de le dire, mais on n'aurait pas été capable de le faire. Internaliser, c'est la clé. Ça a ses limites d'externaliser. Après il y a des métiers qui sont externalisables. Faire de la modération, c'est externalisable. De la relation client, ça n'a parfois pas de valeur d'internaliser, clairement. Par exemple, ton UX, ça dépend de ton business, mais tu peux aussi passer par des agences qui t'accompagnent. Ouais, c'est un rush, un instant T, mais du coup. Mais nous, le produit, c'est tellement la clé de notre business que toute la partie design, toute la partie design, expérience utilisateur, tech, ça c'est clair. Il faut les gens en interne, il n'y a pas de débat. Tu vois, on a une partie de la relation client qui est internalisée et une partie qui est externalisée. Tu vois, et externalisée aussi parce qu'il faut couvrir certains fuseaux horaires. Et donc, ça nous permet de pouvoir répondre, par exemple, 24 sur 24 à des tickets qui peuvent venir des US, du Canada ou d'ailleurs. Tu vois. Hyper intéressant. Et si je retourne un peu le truc, et là, peut-être que tu vas vouloir répondre. Ça a été quoi, là, si on doit aussi, du coup, analyser, mais pas refaire l'histoire, le truc qui a fait que MIM, c'est pas un projet comme un autre? Le fait que c'est pas une boîte comme une autre, c'est une boîte qui est rentable. C'est une boîte qui a tous les attributs d'un truc stylé en fait. Et donc c'est quoi truc? L'élément de réponse d'avant, d'avoir de la tech, je pense, quand tu fais un produit comme le nôtre, la tech dans l'équipe fondatrice, je pense que c'est effectivement indispensable. Le deuxième truc, moi, que je dirais, c'est que on a vraiment pensé le produit pour qu'il soit le plus simple possible et le plus bankable possible pour les créateurs. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pensé au fil des premières années, même encore maintenant, c'est comment on va optimiser les revenus des créateurs et donc notre revenu à la fin, forcément. Moi, je le synthétiserais comme ça. Je ne sais pas si tu as une autre réponse, Pierre, mais c'est ce qui me marque. En fait, c'est un peu innovant, sans prétention, mais d'apporter une promesse sur un marché, de dire on va t'aider à monétiser, à gagner ta vie. Tous les gens qui créent du contenu ne gagnaient pas leur vie. Ou alors ils avaient une manière d'en gagner, c'était le placement produit. En gros, il n'y avait que ça. Mais tout le monde n'a pas une ligne éditoriale qui te permet de faire du placement produit. Et puis, tout le monde n'a pas envie de faire du placement produit. Tu as presque plus envie de faire payer un utilisateur parce que tu estimes faire du contenu de qualité, plutôt que de profiter de ta communauté pour essayer de leur vendre quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Tu vois. Si tu es un expert en marketing, que tu as une communauté qui te suit parce que tu fais des contenus sympas, tu leur expliques comment être un expert en SEO, et que demain, tu leur dis, au passage, j'ai une super montre, je vous donne un code promo, vous allez voir, vous la touchez 50 € au lieu de 100. Enfin, pour moi, il n'y a pas de rapport, quoi. Alors après, souvent, les gens font des placements en fonction de la ligne éditoriale que sont la leur. Mais nous, on arrive à un moment où c'est dire, allez, gagne de l'argent. On te promet de gagner de l'argent en ligne facilement. Tu crées un compte, c'est facile. Le lendemain, une fois que ton compte est certifié, tu peux générer tes premiers euros. C'est plutôt sympa.
Il y a plein de business, tu vois, qui se sont lancés à une époque. Tu vois, tu avais des apps pour, par exemple, je sais pas, tu avais Carrefour qui a besoin d'avoir des gens qui vont tester pour aller dans les rayons pour voir si le réassort est bien fait, ce genre de choses. Et tu avais des apps, je connaissais des potes qui avaient lancé des apps comme ça. Je sais pas si aujourd'hui ça cartonne, mais tu as toujours une promesse de générer des revenus, de gagner un peu d'argent, parce que tu te balades dans les rayons de Monoprix Carrefour et tu prends en photo, te uploades, tu es rémunéré 2 € parce que tu as fait ton petit Sherlock Holmes. Tu avais aussi des apps qui te permettaient de tester des apps et d'être rémunéré, tu étais rewardé parce que tu téléchargeais une app, que tu la testais. Donc, il y a de l'appétence pour les gens de gagner de l'argent facilement en ligne depuis son smartphone. Notre promesse, c'était ça. Qui plus est, à un moment donné où se passe le confinement, les gens ont du temps, le pouvoir d'achat diminue, donc les gens ont besoin de gagner de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde réfléchit sur comment tu fais des économies d'échelle et comment tu génères de l'argent. Alors, qui plus est, depuis ton téléphone et depuis ta chambre, on arrive à ce moment-là. Donc forcément, tu arrives à une conjoncture où il y a besoin de gagner de l'argent facilement. C'est compliqué. Enfin, tu vois, on a une période d'inflation aussi. L'énergie coûte cher. C'est vrai, tu vois, tu avais la hausse des prix. Enfin, nous, avec Gaspard, on s'est rendu compte que ça apportait beaucoup de valeur à des gens qui parfois aussi galéraient, gagnaient pas beaucoup de revenus. Mais nous, on a eu des cas parfois lunaires de créateurs où limite, on avait une responsabilité vis-à-vis de certains créateurs parce que Mime leur permettait de nourrir leur famille. On a eu un jour une créatrice qui nous disait grâce à Mime, j'ai un enfant en bas âge, je suis séparé, je peux vivre grâce à mon contenu. Enfin, on a eu plein de cas particuliers. Donc là, tu dis, ah ouais, c'est vraiment un produit qui permet de faire vivre des gens. Quoi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, on a des dizaines de milliers de personnes qui vivent intégralement de la plateforme. Ouais. On en parlait un petit peu juste avant de démarrer l'enregistrement. On parlait que j'avais certains invités qui développaient à fond le personal branding et c'était devenu leur activité principale, très certainement. Vous, justement, là, en ce moment, vous faites ce genre d'interview, j'ai l'impression que vous développez ça. Alors, c'est peut-être l'arrivée de Manon, je ne sais pas si... c'est l'arrivée de Manon, je te confirme. Mais du coup, quelle est l'intention derrière? Est-ce que vous ne le faisiez pas avant parce que vous étiez sous l'eau? Ou est-ce que, quels sont les enjeux pour vous, en fait? C'est vrai qu'on ne le faisait pas parce qu'on était sous l'eau, effectivement. Comme on a repris la main sur notre produit grâce à l'internalisation, comme je te disais, il fallait qu'on prenne, nous, le temps de faire cette croissance humaine et de créer une culture, de créer une équipe, etc. Ce qui est très compliqué quand tu l'as fait en si peu de temps. Tu vois, en 1 an et demi, 50 personnes, c'est compliqué. Donc, il faut le temps de structurer tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est focus là-dessus. On n'a pas pu, d'ailleurs, aller à la vitesse à laquelle on aurait aimé sur le rattrapage de la dette technique qu'on avait suite à l'agence. Donc, on avait besoin de se concentrer sur ces 2 éléments-là. Et on n'était pas encore prêt pour passer l'étape suivante, c'est-à-dire attaquer les nouveaux marchés dont on parlait tout à l'heure. Et passer de start-up à scale-up, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on va faire maintenant. Et donc... ce qui va accompagner ça, c'est effectivement une com maîtrisée. On a pu aussi internaliser une équipe com. Et c'est à ce moment-là que, grâce à Manon, ça a été structuré et on a pu commencer et prendre le temps de le faire. Voilà. Donc, on en est au tout début. Donc, c'est un des premiers, grâce à toi. Mais je pense qu'on va continuer. Ouais. Parce qu'en fait, je pense qu'on a beaucoup, jusqu'à présent, on a beaucoup subi la communication. Ouais. C'est-à-dire, des choses sont parfois dites dans la presse, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et notamment grâce à l'arrivée de Manon, l'idée c'était de reprendre le contrôle sur ce qu'est Mime, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre produit concrètement, comment on est verticalisé, on a vocation à accueillir quel type de créateurs, comment on modère les contenus, parce qu'il y a beaucoup de fantasmes parfois autour de la plateforme, autour de cette économie des créateurs, mais les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et nous, tout le travail qu'on fait, et c'est intéressant, on peut en parler avec toi, on en parle parfois aussi avec des journalistes, c'est de leur expliquer que tu as un vrai travail de modération et qu'on est une des seules plateformes qui modèrent de cette manière certainement les contenus. Qu'on a vraiment un combat qui est, je pense, qui est intrinsèque, c'est de se dire on ne veut pas d'anonymat sur la plateforme. Donc c'est pour ça qu'on parle de KYC. KYC, c'est Know Your Customer, c'est tu vérifies l'identité d'un créateur parce qu'on estime qu'il va publier du contenu, il a une responsabilité sur sa ligne éditoriale, donc on veut savoir qu'il est majeur, et qu'il ne peut pas se cacher derrière un pseudo. Donc ça... voilà, le KYC créateur, il est indispensable chez nous et on a même vocation à inciter les utilisateurs à se vérifier, soit avec la pièce d'identité, à minima à vérifier leur numéro de mobile, mais on ne veut pas d'anonymat sur la plateforme. On sait les dégâts que ça fait sur tous les réseaux classiques, gratuits. Donc ça fait partie des choses qu'on a mis en place et on explique
quand les gens nous posent des questions sur Mime, tu vois, dans les médias, on est en capacité d'apporter des réponses qu'on n'apportait pas avant, parce qu'avant, on ne prenait pas la parole. Donc, on parle de modération, on parle de désanonymisation, on parle de notre vision, là où on a envie d'aller, des marchés qu'on a envie d'explorer. Et là, on considère qu'aujourd'hui, c'est indispensable de faire ce travail d'évangélisation. Donc, on est content de le faire avec toi, tu en es ravi. Et bien, on a eu des bons coups de pied aux fesses, justement, par l'équipe comme chez nous en interne, qui s'est staffée, et puis qui est en capacité de pouvoir caler des moments comme ça, de faire des droits de réponse à des journalistes aussi. Ouais. Parce que parfois, il y a des choses qui sont écrites, qui sont erronées. Parfois, il y a des choses qui sont vraies, mais qui méritent aussi d'être complétées. Donc voilà. Et ça vous plaît ? Oui. Non, c'est top. Et l'impact aujourd'hui de la French Tech, tu l'as dit, startup, scale-up, tout ça, l'impact pour vous, aujourd'hui, vous êtes bootstrap, donc bootstrap, donc autofinancé. Peut-être que ça viendra évoluer plus tard selon vos besoins, j'imagine. Ouais, en tout cas, vous l'envisagez éventuellement. Ouais. Et l'impact de la French Tech aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte ? Parce que c'est vrai qu'au final, nous, on voit des papiers, mais de l'intérieur, clairement, ça vous apporte quoi d'y être ? La French Tech, tu veux, outre le rayonnement que ça a pu apporter à la boîte, et nous, c'est une preuve de confiance comme ça, d'être aussi supporté par le gouvernement et de faire partie de ce label de 120 startups prometteuses, parce que c'est les 120 startups les plus prometteuses dans l'écosystème français. Ça nous engage sur des devoirs. Donc, on a des droits et des devoirs en étant membre. Donc, tu vois, par exemple, je te donne l'exemple tout bête, mais par exemple, on est en train d'établir un bilan carbone, ça fait partie de nos obligations. Donc, concrètement, je te prends l'exemple, tu vois, avec Amazon, on est certifié Amazon, toutes les énergies des serveurs sont des énergies renouvelables, par exemple, parce que globalement, nous, notre impact carbone, il est majoritairement sur la partie serveur. Ouais. Et puis après, ça, c'est notre popote interne, c'est surtout le recyclage qu'on fait en interne, mais ça, c'est autre chose. Tu avais aussi un pacte de parité qu'on a signé. L'objectif, c'était qu'on ait un minimum de plus de 20% des membres du COMEX qui soient des femmes. Okay. Donc ça, c'est évidemment atteint. Et puis après, on a un objectif plus long-termiste qui est de 50% de femmes au sein de la boîte. Et là, il n'y a pas, en termes de chiffres, tu vois, aujourd'hui, on est un petit peu moins de 40% de femmes. Quand on a commencé, il y avait 0 femmes, puisqu'on était deux mecs. Et les premières recrutements qu'on a fait, il se trouvait que c'était que de la tech, donc c'était que des hommes, de fait. Et aujourd'hui, tu vois, à la tech, on a des femmes. Au produit, on a des femmes. Au design, on a principalement que des femmes. Dans l'équipe Customer Care, on a, je ne vais pas dire que des femmes, Thomas, mais on a beaucoup de femmes. Et ça fait vraiment partie de la stratégie de recrutement. Tu vois, d'Omar, notre DRH, c'est... voilà. Parce que ça fait partie de notre ADN et qu'on a envie aussi de mixer les talents au sein de la boîte. Et puis parce que ça fait partie de nos engagements aussi au sein de la French Tech. Et puis ça permet d'avoir aussi d'ouvrir des portes plus facilement. Tu vois, on a une relation privilégiée avec les administrations si besoin. Donc ça a du bon de faire partie de ce label. Trop bien. Puis en termes d'image, c'est sympa aussi. Enfin, c'est sympa. Ça vient récompenser un petit peu le travail de toute une équipe, tu vois. Donc de pouvoir être sélectionné 2 années de suite, on l'a été. Donc voilà, et ça vient nous encourager à aller plus loin, à aller chercher aussi ces fameux marchés, d'aller pousser vraiment le projet au bout, quoi. Il y a des accompagnements à l'internationalisation, par exemple. Ok, d'accord. Et qui va faire partie de notre strat 2024. Donc là, on peut vraiment s'appuyer sur la French Tech qui va nous mettre en relation avec les bonnes personnes. Dans quelle ville aux US c'est préférable de s'implanter ? Comment recruter nos premiers salariés ? Enfin, tu vois, ce genre de choses. Ok, hyper intéressant. Et justement, l'internationalisation, au niveau de l'équipe, qu'est-ce que vous envisagez ? Comment vous allez staffer pour... Sur toute la partie produit, on ne devrait pas avoir de besoin à court terme. Ça, c'est des projections. Hein. Il faudra qu'on voit comment ça va évoluer. Ce qu'on pense, c'est que ce qui va être très important dans notre job, ça va être d'avoir des account managers à l'étranger. Puisque la culture est différente, les langues évidemment sont différentes, les fuseaux horaires sont différents. Donc en termes d'humains, je pense que ce sera les premiers postes qu'il faudra avoir un petit peu à l'étranger. Ensuite, s'agissant de l'acquisition des créateurs, parce que ça va être ça notre sujet,
On a une équipe à Paris ici qui va être capable d'actionner tout un tas de leviers pour aller chercher en fonction des différentes verticales de créateurs de contenu et des différents marchés géographiques qu'on vise de lancer des strates. Donc on a tout un tas de plans en interne de stratégiques pour savoir identifier déjà les marchés qu'on va attaquer, on en a cité quelques-uns, et puis quelles actions on met derrière. Voilà, donc ça va être début d'année prochaine. Hyper intéressant. Et j'avais une question au sujet de l'Internet payant. Là, on parle plus du futur. Quelle est votre intuition? Récemment, on a reçu des notifs sur Insta, sur Facebook. Si on n'accepte pas les cookies, ils veulent nous faire souscrire un abonnement. Il y en a de plus en plus. Les journaux, c'est comme ça aussi depuis un moment. Là, pour le coup, c'est plus suite à la réglementation sur les cookies, notamment. Ils traquent moins de choses, ils font moins de pubs et donc ils essaient de monétiser autrement. Vous, c'est votre business model. Est-ce que vous pensez qu'Internet va devenir de plus en plus payant pour l'utilisateur? Oui, ça c'est une certitude. En fait, il y a eu une trop grosse pression publicitaire sur les 10 dernières années, mais qui a été complètement abusive. Tu vois, tu avais même à une époque ce qu'on appelle des sites qui faisaient de l'arbitrage publicitaire. Ouais, donc, j'en ai fait un peu. Bon, bah voilà, tu achètes du trafic, tu monétises, c'est un sapin de Noël ton site, et puis tu gagnes plus que ce que tu investis. C'était ton métier en plus, toi. Enfin, pas de faire ça, mais du coup J'avais des éditeurs, il y a des publishers qu'on monétisait effectivement. On en faisait des vrais sapins. Non, mais tu as des gens qui étaient coutumiers du fait, tu paginais tes articles, un article que tu pourrais consommer en one shot, tu avais 5 pages. La quatrième va vous étonner. C'est ça. Le top 10 des femmes de footballeurs les plus sexy, et puis il disait la femme du joueur en page 9 est incroyable, tu es obligé de te palucher les 8 pages avant. Donc il y a eu beaucoup de pression publicitaire, il y a eu aussi beaucoup d'abus dans la publicité, maintenant elle est vachement bien régulée. Tu as beaucoup d'autorités qui aident à réguler la publicité sur mobile ou sur le web, clairement. En revanche, je pense que les gens saturent. Après, grâce notamment à la RGPD, réglementation européenne, ça aide, ça oblige, ça contraint les éditeurs, donc les médias, par exemple, à exiger de manière très claire et transparente les consentements des utilisateurs. Maintenant, tu ne peux plus traquer n'importe qui comme ça. Enfin, il y avait aussi Apple qui de son côté avait arrêté l'iOS 14, tout ça. Donc ça oblige tout le monde à repenser son business model. Donc depuis quelques années, on a vu tous les publishers qui mettent en place des mécaniques d'abonnement, tu sais, chez l'Express, chez Libération, chez Le Monde, sur l'équipe aussi. Soit en one shot, tu peux débloquer un article, soit de manière abonnement mensuel. Donc l'éducation, ça y est, elle a commencé à se mettre dans la tête des gens. Les gens veulent moins de pubs. Les éditeurs parfois veulent être moins dépendants de la pub. Donc pour répondre à ta question, c'est clair que maintenant, je pense qu'on va de plus en plus vers des modèles qui sont payants. Les gens sont habitués à ça. Après, les gens vont snacker plus facilement. Le but, c'est de pouvoir aussi te désabonner rapidement, tu vois, d'un service. Tu peux très bien te dire, je m'abonne sur Netflix 3 mois, puis j'arrête, ou ce genre de choses, tu vois. Donc, si tu laisses cette porte ouverte aux utilisateurs, je pense que les gens peuvent plus facilement tester des services. Clairement. Et sur Mime, c'est sans engagement. Ça va s'adapter, je pense, effectivement, parce que l'abonnement, on a vu, tout devient abonnement, mais je suis pas convaincu que les marchés de l'édition en ligne, comme les journaux, ça va, tu vois, il va falloir qu'ils trouvent d'autres modèles, je pense. Je sais pas si toi, tu es abonné à l'Express ou je sais pas quoi. Toi non plus, je connais personne. Et je pense qu'il va falloir qu'eux, ils adaptent aussi des choses, mais ce qui est sûr, c'est que le modèle de la pub, comme dit Pierre, moi je suis absolument d'accord, il est terminé, quoi. Enfin, il est terminé, les gens n'en veulent plus, en tout cas. Ils veulent des choses différentes. Donc il va falloir trouver d'autres choses. Le modèle de l'abonnement, nous, on pense qu'il est... Il y a aussi le modèle du watch shot, tu vois, nous, on a nos 2 niveaux d'abonnement. Le pay-per-view, en fait, un peu le comme... Le pay-per-view, c'est ça. Tu vois. Bon, là, on a déjà 2 bons modèles où je pense qu'on peut arriver à trouver des choses pour les gens, pour qu'ils puissent avoir leur contenu sans pour autant être surchargé de pub, quoi. C'est insupportable. En fait, le pay-per-view, tu te rends compte que c'est d'une évidence absolue. Tu allais bien au vidéoclub, te louer ta cassette pour, je sais pas, l'équivalent de 4 € et tu étais capable de le faire tous les mois. Enfin, tu vois, même toutes les semaines, le samedi, d'aller chercher tes cassettes. Donc t'imagines 4 € toutes les semaines, tu fais le rapport au mois, tu es complètement capable de te payer un abonnement Disney+ sans problème. Tu vois. Et l'avantage, c'est que c'est pas intrusif. La pub, c'est devenu trop intrusif. Et donc, à la fin, je pense que les gens en avaient ras-le-bol. Tu vois. T'as les adblockers qui sont arrivés. Donc voilà, le modèle est plus possible. Ou alors, t'en auras moins et ça va redonner plus de valeur à la publicité, qui va être chère. De toute façon, on le voit.
On le voit, c'est de plus en plus compliqué d'être rentable en front quand on fait de la pub, nous, sur nos produits. On réfléchit à LTV, tu réfléchis long terme, parce que sur le front, c'est très compliqué d'être rentable d'office, quoi, sur le premier achat. C'est sûr que ça... C'est marrant, t'as Netflix qui a essayé là, avec son offre un peu plus basse, mais avec publicité. Je suis pas sûr qu'elle ait fait un carton, cette offre. C'est sorti en France ? Ouais. Je suis pas sûr qu'elle ait fait un gros carton. C'est peut-être le moyen pour eux d'axer le regard sur les autres, effectivement. Je sais pas. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que les plateformes se mettent d'évoquer Meta, qui maintenant propose justement de pouvoir payer pour ne plus, par exemple, consommer de la publicité. Donc c'est fou parce que maintenant, aujourd'hui, ils te font payer pour ne plus pouvoir accéder à ce qui a fait leur valeur, c'est-à-dire vivre de la pub. Mais s'ils le font, c'est qu'ils s'y retrouvent aussi. Et ça permet d'avoir deux offres, ceux qui veulent plus bouffer de pub, ceux qui sont prêts à en bouffer pour accéder à un service gratuit. Ouais, ou de forcer le consentement. Moi, je le vois plutôt comme ça. Hein. Et aussi, oui, t'as raison. Clairement, moi, je le vois. Je pense que les revenus qu'ils auront dessus sur l'abonnement, je pense qu'ils s'en foutent. Je pense que c'est vraiment de forcer le consentement et de arriver à traquer. Enfin, je présume, on est dans le complot, mais moi, j'y crois vraiment en tout cas. YouTube l'a fait, ça cartonne. Hein. Leur abonnement pour supprimer la pub, moi, est colossal. Ouais, je suis client. Je suis un des clients. Et t'es client, toi ? Maintenant, je suis passé. C'était pour YouTube Musique. Pas pour YouTube, j'ai pas passé le cap, mais là, je suis passé chez Spotify, je dois l'avouer. Il me reste 2 questions, mais la suivante, c'est la première que je vais vous poser, c'est celle que depuis tout à l'heure, il me tarde de vous poser. C'est qu'il me faudrait une anecdote quand même sur des. Peut-être que la modération vous aurait remonté du contenu ou des messages ou des trucs au sujet de créateurs, au sujet de clients finaux. Et il me faut une anecdote. Alors attends, des anecdotes, il y en a plusieurs. Nous, on a eu un créateur un jour qui a pété un plomb parce que le site était, je me rappelle très bien, parce que c'est moi qui m'étais fait les tickets et j'avais eu la personne au téléphone. Il pétait un plomb parce que là, il gagnait plus de revenus. Enfin, les revenus baissaient un petit peu chez lui, mais parce qu'il y avait de l'accoutumance. Il pouvait plus s'acheter ses clopes. Donc, je me rappelle, il avait exigé à ce que je lui paye ses clopes. Donc, ça, c'était vraiment au lancement de la plateforme. Et après, anecdote marrante, tu sais qu'on avait fait un deal avec Jean-Claude Van Damme à l'époque, au départ, parce que justement, quand je crois que Gaspard m'en a déjà parlé, mais je pense qu'il faut vraiment en parler. Mais là encore, on cherche, on essaye vraiment de trouver le concept, on essaie de voir si c'est adapté aux personnalités. Jean-Claude Van Damme, c'est une grosse personnalité qui a peut-être, je sais plus s'il a 30 ou 50 millions de followers cumulés sur les différentes plateformes. Et puis il est à la fois clivant, mais d'un autre côté, il est très séduisant et il est très engageant. C'est une forte personnalité. Et donc, on le rencontre. Et la rencontre était quand même... elle était assez croustillante, tu vois. Non, mais... Donc, c'était une rencontre sympa, marrante, mais et elle a Jean-Claude Van Damme. Donc, voilà, l'idée, c'était de faire un partenariat avec lui, que lui s'investisse sur la plateforme, nous partage ses conseils, sa morning routine, mettre du contenu exclusif. Mais après, la suite du rendez-vous, ça reste confidentiel. Je peux pas. D'accord, ok. Moi, je garde un truc que j'ai bien aimé, c'est le début, le lancement du projet, qui, comme je te disais, a pris tout de suite. Et c'était en fait la période la plus excitante en réalité. Parce qu'on ne s'attendait à rien. Ça devient vrai en fait, tu te rends compte que... Ça devient vrai. Ouais. Et ce qui matérialise un peu ça, c'est qu'on avait un mail par commande au départ. Wow. Enfin, et je sais pas à quelle date, on aurait dû noter la date. À un moment, on s'est dit non, c'est plus possible. Ça plus c'est pas, trop bien, pas de Zendesk, donc du coup le SAV dans les mails aussi. Non, mais c'était vraiment à la mano, hein, tout ce projet-là. Donc effectivement, là, c'était un mail. Donc au départ, l'excitation de recevoir, tu vois, on se levait le matin, on se disait attends, combien on a eu cette nuit? Tu vois, ce côté excitation quand tu lances un business, quand tu es entrepreneur en comme la ligne. petite cloche Shopify à chaque vente. Elle est incroyable. Ouais. Puis attends, faut avoir en tête que même si on encaissait, il y avait une transaction à 9 € hors taxe, nous on prenait 1 €. Donc en fait, on était refait de recevoir un mail pour nous dire qu'on avait gagné 1 €. Et après, quand tu vois que ça s'accumule, etc., c'est génial. Et quand on faisait les premiers graphes, tu vois, on développait en PHP des graphes pour suivre les ventes et qu'on voyait des courbes comme ça, c'était souvent ultra excitant. En procédural, tu te rends compte que c'est hyper long à charger quand tu fais ces graphes. Bien sûr. On connaît le truc. Pour ça, coup, à un moment, on a dû dire ça passe plus, tu vois. Voilà, moi je garde ça. Et puis, une deuxième anecdote peut-être, c'est la rencontre
avec DJ Snake, avec qui on a eu un partenariat pendant un moment. Pendant le Covid, on est allé le voir à Dubaï pour le rencontrer. C'était magnifique parce que c'était vraiment pendant le confinement ici, de mémoire. Pas pendant le confinement, mais pendant le lockdown des restos, etc. Tu vois, donc on n'avait pas la capacité d'aller au resto et on allait le rencontrer. Et on allait manger au resto à Dubaï avec lui. C'était une rencontre incroyable. Voilà. Trop bien. Super. Je suis un grand fan de Snake en plus. Donc, du coup, dernière question, ultra ouverte. C'est quoi la question que je ne vous ai pas posée, le sujet sur lequel on aurait dû parler? Est-ce qu'il manque est-ce qu'il y a un trou dans la raquette? Notre ambition, allez, être le leader de la creator economy, clairement. Mais surtout on a vocation à être une plateforme universelle. Donc comme disait Gaspard, tous les créateurs sont les bienvenus sur la plateforme. Donc nous, on veut que demain, pour faire un booking d'un coach à domicile, pas forcément online, mais même à domicile, tu puisses le faire sur la plateforme. Okay. Si tu veux suivre une conférence, tu puisses le faire sur la plateforme, que tu aies un véritable discover et qu'on soit capable demain d'apporter du contenu qui a de la valeur et peut-être rediffuser des matchs de MMA. Tu fais du MMA, Gérald. Peut-être que demain, on pourra être... On prend des pay-per-view, pas chez vous, mais c'est vrai que ça aurait beaucoup de sens de le faire chez vous. Bien sûr. Donc nous, l'idée, c'est franchement de créer une espèce de concentration de contenu universel avec toutes les verticales, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'astrologie, que ce soit dans la confiance en soi. Du moment que tu vas chercher un contenu divertissant ou du contenu qui a de la valeur d'un expert, tu puisses te trouver sur la plateforme avec un véritable discover, des fils de recherche, quelque chose de très abouti. Il y aura du contenu parfois gratuit et sinon il y aura du contenu payant. Ouais, l'ambition, c'est une bonne réponse, effectivement. Tu vois, on a monté vraiment cette boîte en bon père de famille, on aime bien dire avec Pierre, parce qu'on a pris le temps en fait de gagner notre vie, pour le dépenser ensuite après, faire de l'acquisition, etc., etc. On aurait pu juste avoir l'idée et aller faire comme toutes les startups, lever des fonds tout de suite, ce qu'on n'a pas voulu faire. On l'a vraiment fait, on voulait grandir et pas grossir, tu vois. Et donc là, on rentre dans une période ultra sympa parce qu'on va pouvoir enfin passer de startup à scale-up et accélérer. Donc ça va être canon. Trop bien, hâte de voir ça. Merci. Et s'il y a des créateurs ou des futurs créateurs qui veulent s'inscrire, du coup, ils peuvent faire ça comment? C'est quoi juste le process d'onboarding? C'est très simple. Tu t'inscris comme sur toute plateforme. Toi-même, j'allais dire, tu passes ton KYC très facilement. On t'apprend facilement à créer tes propres contenus chez nous et ça va super vite. Donc sur mime.fan. Trop bien. Super. Merci les gars d'avoir accepté l'invitation. Merci top. à toi. Et du coup, à très bientôt. À plus tard. Ciao.